Salut. Je voulais vous présenter Estelle et Patrick Urbani. Et donc ils vont nous faire une présentation alors ce soir sur l'Urbex. Je vais les laisser après se présenter un petit peu et puis nous projeter de belles images. Nous présenter, je dirais, notre passion commune qui est l'Urbex et la photographie de l'Urbex. Donc on va vous montrer, on va vous parler d'abord bien sûr de l'Urbex dans ses généralités et après notre approche photographique parce que chacun a une approche différente de cette thématique. Donc je vais laisser d'abord la parole à Estelle qui va vous parler un peu de l'Urbex en général. Ça me permettra d'avoir une approche vraiment différente parce qu'elle travaille à sa manière, je travaille à ma manière. Alors l'Urbex, c'est la contraction de deux mots anglais, donc Urban Exploration, et en français, c'est donc l'exploration urbaine. Donc le terme d'Urbex, ça désigne l'exploration de lieux qui ont été construits par l'homme et qui ont ensuite été abandonnés également par l'homme et qui sont aussi inaccessibles au public. Alors de manière générale, ce mouvement d'Urbex englobe aussi d'autres pratiques, comme par exemple la visite des catacombes, ou aussi également les explorations de toits d'immeubles, donc les rooftops. Alors, la jeunesse de l'Urbex s'est apparue dans les années 90 avec un Canadien, donc Jeff Chapman. Son pseudonyme c'est Ninja Vicious. Et on peut dire que c'est un petit peu le précurseur ou le pionnier de l'Urbex parce que c'est le premier qui a démocratisé le mot de Urbex, et notamment à travers un livre et un site web qu'il a généré en contenu où il explique qu'est-ce qu'est l'Urbex, et il a donné des conseils pour s'initier à la pratique. Alors l'Urbex, c'est quelques règles. Alors il y a quelques règles qui sont ancrées dans la pratique, donc ne rien prendre, si ce n'est que des photos, ne rien laisser à part des empreintes de pas, mais également par exemple ne rien casser pour rentrer dans un lieu abandonné, donc par exemple ne pas arracher de volets ou ne pas démonter de porte. Il y a également d'autres règles, comme par exemple ne pas dévoiler la localisation des lieux abandonnés qu'on visite, pour éviter que les adresses ne circulent sur Internet et soient récupérées par des gens potentiellement malhonnêtes qui auraient tendance à vouloir aller vandaliser ces lieux. Alors, d'un point de vue juridique, le code pénal punit l'introduction dans un domicile. Sauf qu'il y a un petit peu un flou juridique parce que les lieux abandonnés peuvent ne pas forcément être considérés comme un domicile, puisque dans la réglementation française, un domicile, c'est un endroit où une personne a décidé de vivre. Sauf que pour les endroits qui sont abandonnés, alors pour les maisons, c'est toujours un petit peu discutable s'il y a des héritiers, mais par exemple pour des infrastructures comme des hôpitaux ou des écoles ou encore comme par exemple des infrastructures anciennement publiques, et ben, il n'y a pas d'article qui punit le fait de rentrer dans ces lieux-là, de manière bien sûr sans effraction. Et donc il y a un petit peu ce flou juridique-là de savoir si c'est légal ou pas légal. Pour notre part, on n'a jamais eu de soucis avec la loi. Les plus grands dangers, en général, celui qu'on retrouve le plus souvent dans les maisons abandonnées, c'est par exemple, comme c'est des vieilles bâtisses ou des anciennes structures qui sont abandonnées, qui ne sont plus entretenues, et du coup, au fil du temps, on a par exemple les toits qui s'effondrent, également aussi de la moisissure, ou alors également souvent dans les lieux industriels de l'amiante et souvent des substances probablement nocives qui sont restées là à l'abandon. Alors, nos premiers pas dans l'Urbex. Personnellement, c'est moi la première personne qui a découvert l'Urbex. Je l'ai découverte en 2012 à travers une rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, je faisais déjà de la photo. J'étais à un club de mon employeur
Et le club avait organisé une expo photo sur des portraits mulhousiens. Et en l'occurrence, moi je me suis focalisé sur 3 personnes. Une styliste de mode, Julie Lacour, je ne sais pas si quelqu'un l'a connue. Et j'avais regardé son book. Il y avait des photos de ses tenues avec des modèles dans des lieux abandonnés, entre autres le Marstein, qui n'existe plus, qui a été rasé. Et sur le moment, c'est là que j'ai découvert et ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa comme thématique à aborder. Donc j'ai commencé très timidement en 2013 sur des lieux, un lieu emblématique à l'époque, c'était la clinique de l'Altenberg, qui est maintenant un désastre. La clinique du diable. Voilà. Et puis bon, c'était juste une ébauche, on va dire, quoi. Et puis par la suite, j'ai arrêté. Et après, c'est ma fille, Estelle, qui a découvert l'urbex, mais différemment, à travers juste des promenades dans des lieux abandonnés. Oui, en fait, en 2013, j'étais encore un peu jeune pour faire de l'urbex par moi-même. En 2017, je me suis, avec des amis, on est parti un peu à l'aventure comme des adolescents. Et donc, c'est là que j'ai fait mes premiers lieux d'urbex. Et en fait, j'en ai parlé à mon père parce que je savais qu'il en avait fait à l'époque. Et en fait, on s'est dit, mais tiens, on pourrait faire ça ensemble parce que lui aimait photographier les lieux abandonnés et moi j'aimais explorer les lieux abandonnés. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des lieux abandonnés dans la région et du coup je l'ai emmené sur les lieux abandonnés. Et lui, par contre, en revanche, il m'a dit, mais attends, tu peux faire des photos aussi. Donc en fait, on s'est tous les deux un petit peu transmis enfin pour moi c'était une nouvelle passion d'urbex. Et donc tu m'as transmis la photo et moi je t'ai emmené, j'ai trouvé des lieux abandonnés dans la région pour qu'on puisse explorer ensemble. Et puis, bon, une fois qu'on avait fini le Haut-Rhin, l'Alsace et un petit peu autour, on s'est dit, il va falloir aller un petit peu plus loin. Donc, à partir de 2019, on a commencé à faire le premier week-end où on partait vers la France pour faire que des explorations de lieux abandonnés. Et à partir de 2020, on a même décidé de partir au-delà de la France et on a commencé à aller en Italie, en Allemagne et on a commencé à faire de plus en plus de road trip sur plusieurs jours à l'étranger pour explorer des lieux abandonnés. Et donc voilà où est-ce qu'on en est plusieurs années plus tard. Que dire que... Alors, c'est énormément de temps de recherche pour trouver des lieux abandonnés parce que comme je vous l'ai dit, l'une des règles de l'urbex, c'est de ne pas donner la localisation des lieux, donc il faut les chercher soi-même. Et là, c'est là où ça prend le plus de temps. Pour vous dire, la majeure partie du temps quand on fait de l'urbex, en fait, c'est juste de la recherche. On prend plus de temps à trouver un lieu qu'à l'explorer ou à aller l'explorer par la route. Et donc, la recherche d'urbex, c'est par exemple, on voit des photos d'un lieu abandonné, on se dit, super, ça a l'air génial. Et on regarde les photos et on regarde s'il y a des petits indices pour nous donner un coin, pour nous dire, tiens, ça c'est italien, donc on sait déjà que c'est en Italie, puis après on a des petits indices, on essaye de voir. Ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est les vidéos qu'on peut trouver par exemple sur YouTube, où là on a plus d'indices pour trouver, puis après, le plus simple c'est d'ouvrir Google Maps, de zoomer, et puis de bouger sur la carte et de noter tout ce qui peut être abandonné. Quand on fait nos road trips, qu'on va par exemple en Italie, donc on a tout un cheminement, disons, un parcours qu'Estelle a défini. Il faut savoir que malgré les recherches, mettons sur 5 lieux, il peut y en avoir 3 d'un coup qui sont fermés, qui ont été rasés. Donc c'est beaucoup de routes et parfois c'est un peu des déceptions. Oui, des fois Google Maps n'est pas à jour. C'est pas toujours une référence, mais voilà, c'est comme ça qu'on trouve des lieux abandonnés. Et aussi, dans ce groupe d'urbex, on a aussi quelques contacts qui se comptent sur les doigts d'une main, où c'est vraiment des contacts de confiance avec qui on échange, mais parce qu'on se connaît et qu'on sait qu'on n'est pas, qu'on ne va pas dégrader ni voler. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près 400 visites de lieux à peu près
une centaine en France, une centaine en Italie, puis après en Belgique, en Allemagne. Moi, je suis même allée aussi jusque vers la Tchéquie. Donc, par exemple, la Belgique, il y a beaucoup d'industries, parce que c'était à l'époque un grand pays industriel, sauf que depuis la fin des années 90, il y a beaucoup d'usines qui ferment, beaucoup de... Ils sont désaffectés. Oui, voilà. Et en fait, c'est vraiment par pays et par zone. Par exemple, les Vosges, malheureusement, c'est un département... Oui, voilà. C'est des régions qui sont un peu plus désertées. Et les régions plus riches comme l'Alsace, par exemple, c'est vrai qu'il y a moins de... Ouais. Et en Italie, ils ont un peu ce problème-là. Ils ont beaucoup d'anciens palais et beaucoup d'anciennes grosses demeures qui tombent à l'abandon parce qu'en fait, ils n'ont pas l'argent pour rénover tous ces lieux. Et donc, en fait, ça devient des lieux abandonnés. Donc, c'est vraiment par pays et par région. Et aux Pays-Bas, comme c'est un pays un peu plus riche, il y a moins de... Je ne me suis jamais renseignée sur la législation italienne, mais de manière générale, dans l'urbex, en Italie, il y a, je dirais entre guillemets, moins de risques. Enfin, il y a moins de... En fait, il y a moins de gens qui se sont fait attraper dans des lieux abandonnés en Italie, donc c'est plus sécurité. Enfin, c'est moins dangereux. Par contre, en Allemagne, ils sont... Disons qu'en Allemagne, c'est... On a déjà eu des échos de... Oui, on a déjà eu des échos que les amendes, elles tombent un peu plus facilement. Et, en France, je trouve que c'est un petit peu mal tourné, où il y a des gens qui vont explorer des lieux abandonnés, par exemple des châteaux. Mais en fait, c'est pas abandonné. Enfin, disons qu'il y a un petit peu ce concours-là d'aller chercher le lieu le plus spectaculaire, mais il y a un petit peu cette limite-là où les gens ne font plus trop attention et en fait perdent l'idée de vue générale de l'urbex qui est le lieu doit être abandonné. Quelle est la moyenne de visite d'un lieu d'urbex? Je dirais de 10 minutes à 4 heures. Ah ouais. Je pense que... En fait, ça dépend du lieu. Il y a des fois un lieu qui peut être plus petit, je dis par exemple une chapelle, elle peut vite être explorée. A contrario, un asile psychiatrique en Italie, il y a des multitudes de bâtiments, de salles, on peut y passer une demi-journée, voire une journée. Hein. Même si on a déjà été, on reprend un certain plaisir à y retourner parce que la lumière va énormément. On peut arriver à 5 h du matin, première centrale de lumière, le soleil. Une demi-heure après, vous repassez au même endroit, et c'est plus du tout la même lumière. Et ensuite, on peut refaire encore une série de photos. Donc alors, il y a la recherche de lieux abandonnés. Il y a aussi la recherche de l'accès de ces lieux abandonnés. Et parfois, c'est un peu plus technique. Voilà, par exemple, deux exemples d'accès à des lieux abandonnés. Ça, à gauche, c'est un gazomètre où c'était un trou. Oui. Bon, on ne voit pas trop l'échelle, mais je n'ai pas dit que c'était pas dangereux. Non, c'est sûr que... Par exemple, en juin, on était en Italie. Et pour faire un palais, je pense qu'il nous a fallu 40 minutes pour atteindre le bâtiment, parce qu'en fait, toute la bâtisse était remplie autour de ronces et de végétation. Alors, personnellement, moi, si je visite un lieu abandonné et que mes photos elles sont pas bonnes, je me dis bah c'est pas grave, parce que en fait, moi quand je fais des explorations, mon but c'est de voir l'endroit de mes propres yeux et déjà de découvrir un endroit qui a une histoire, par exemple quand on fait une maison abandonnée et qu'il y a encore tout qui est resté là depuis 20-30 ans, c'est comme une bulle temporelle, comme un voyage dans le temps. Et en fait, pour moi, c'est ça moi, c'est ce qui m'anime quand je fais de l'urbex, c'est vraiment cette espèce de bulle temporelle dans laquelle je m'immerge pendant un temps. Et en fait, la photo vient après. Et si la photo est bien, c'est cool. Puis si elle n'est pas bien, tant pis, j'ai quand même fait le lieu, je me suis quand même imprégnée de l'endroit. Et voilà. La démarche est la même pour moi aussi. Je veux dire, de toute façon, c'est pas prendre des photos tout de suite. Hein. On doit rentrer, disons, dans l'atmosphère d'une demeure, et puis s'immerger, et puis découvrir le lieu, etc. Donc, ça véhicule quand même des émotions. Et, du coup, c'est déjà un pari gagné entre guillemets. Si après on sait faire de belles photos de par-dessus, tant mieux, alors on a tout gagné. Mais bon,
c'est sûr qu'on y va pour la photo, mais je veux dire, c'est pas non plus. C'est vrai, je suis pas des dieux, je n'ai pas fait de photos transcendantes, mais c'est pas grave. J'ai découvert quand même le lieu, c'était toute une petite aventure, on a découvert, voilà, c'est pas grave. Franchement. Bon, on a quand même fait quelques rencontres avec les forces de l'ordre. Alors à gauche, c'était les gendarmes italiens, mais qui, étaient même, qui savaient pourquoi on était là, mais ils nous ont gentiment escortés et tout s'est bien terminé. Et à droite, c'est... toi, tu n'étais pas là, mais c'est parce que c'était une ancienne centrale à charbon en Belgique qui était censée être totalement abandonnée, mais la sécurité nous a trouvés. Il ne faut pas chercher à fuir, ça ne sert à rien. Il faut mieux expliquer sa démarche et ils la comprennent. Je veux dire, on n'est pas là pour s'attacher quoi que ce soit. Ou piller des métaux. Après, leur tolérance, ça va être bon, bah, vous terminez vos photos, puis vous dégagez, on ne va plus vous voir. Ou alors ils vous disent, bah, vous sortez tout de suite. Après, moi aussi, je me suis fait pareil, ancien Alsace, c'était une maison alsacienne, une double maison alsacienne. J'avais terminé les deux, je suis sorti, au moment où je suis sorti, il y a un gros 4x4 qui arrive, c'était le propriétaire. Quoi. Après j'ai discuté, et puis finalement, on a pu terminer notre discussion au bar du quartier, c'était long. C'est vrai qu'il y a certains urbexeurs qui ont tendance un peu à franchir une ligne rouge, c'est-à-dire, à la limite, certains cassent, il faut être honnête, ils vont fracasser un peu une porte, etc. Je veux ce jeu, hein. C'est vert, c'est vert, c'est pas vert, donc on passe au spot suivant. Voilà. De toute façon, tous les lieux abandonnés qu'on visite, plus de 50%, c'est parce qu'il y a des gens qui sont allés avant nous. Donc au niveau purement photographique, on a, je dirais, deux visions différentes. Donc Estelle, elle travaille plutôt sur du grand angle, et donc elle prend tout ce qui est pièces ou musique de manière immersive, c'est très large. Et il y a un côté, je dirais, peut-être documentaire et puis immersif. Qui, à contrario, moi, je serais plus serré. Je travaille avec une focale fixe, 35 mm en APS-C. Maintenant, j'ai changé, mais disons, on va dire ce qui correspond aux 50 mm plein format. Et donc, moi, j'ai une vision, je dirais, plus intimiste. Alors, peut-être ce sera des fois graphique. L'image pourra ressembler à un plan cinéma aussi, c'est-à-dire qu'elle peut véhiculer une histoire. C'est-à-dire que j'ai envie de proposer des fois, à travers une image bien définie, je veux que la personne qui la regarde lui donne envie de se créer sa propre histoire sur cette photo. Donc par exemple, à gauche, c'est une de mes photographies, et à droite, c'est la tienne. Un autre exemple où... Ça vous arrive jamais de déplacer quelque chose pour arranger une photo, une petite chaise en plus ou... Non. À la limite, le seul truc qu'on peut déplacer, c'est éventuellement c'est une canette ou quelque chose comme ça qui traîne un petit peu. Oui, un déchet. Un déchet, on va dire. Oui, un vrai déchet. ouais. Une petite anecdote par rapport à ce lieu, c'est que on arrive et ça à rencontre. Ah oui, hasard total, on est... Pour le contexte, on est perdu en plein milieu de l'Italie, dans cette petite école, enfin il faut savoir qu'elle est là. Et puis on sort du lieu et on retourne à la voiture et pile à ce moment-là, il y a deux autres urbexeurs qui sont arrivés et en fait on se connaissait. Et, un autre exemple, donc ça c'est un château en France qu'on a fait en août de l'année dernière. Donc à gauche c'est ma photo. Et à droite, c'est un petit détail de cette pièce-là. Alors sur ma photo, c'est une pile au milieu qui a des espèces de petits carreaux. Assez surprenant quand on fait un lieu abandonné, c'est qu'on se dit mais c'est pas possible que ce soit abandonné. Et pourtant si, parce que quand on regarde dans le détail, on voit que c'est pourri partout, que il y a peut-être des lames à moisissure, que les parquets ils sont complètement pourris. Et en même temps, il y a quand même cette beauté-là de... En fait, on pourrait presque croire que les gens sont partis hier et que c'est pas abandonné. Alors, par exemple, dans la même demeure que celle-là, il y avait une autre pièce. Donc, comme celle-là. Donc là, on voit au niveau du toit, enfin du plafond, que ça commence un peu plus
Et un dernier exemple, ça c'est d'un lieu industriel abandonné en Allemagne. Donc à droite ma photo et à gauche celle de Patrick, et c'est un petit détail qui est à gauche de ma photo en fait. Alors c'est une ancienne, une petite centrale qui est dans un ancien complexe. En fait c'est une usine de tissus. Et en fait, elle s'était alimentée par cette petite centrale. Du coup, ça c'est une photo. Oui, je pense que ça c'était une piscine publique. Alors ça c'est une ancienne centrale à charbon en Moselle. Elle est plus ou moins abandonnée. Oui, ça c'est en Italie. Voilà. Ça se voilà pourquoi on aime bien l'Italie. C'est un lieu qu'on est passé 2 fois. Celui-là, c'est au bout de la 3e fois qu'on a pu rentrer dedans. Alors ça, c'est une ancienne villa. Et pour la petite histoire, depuis l'année dernière, c'est un lieu qui est désormais en rénovation et qui va accueillir dans les prochaines années un hôtel 5 étoiles au bord du lac Majeur. Lors de ces visites, on est tombé pas sur la sécurité, sur un renard. Ça fait partie des petites rencontres. Bon, une fois on est tombé aussi sur un serpent, mais ça c'était moins mignon. Et donc ça c'est un asile psychiatrique en Italie, et ça je pense que c'est un des endroits où on est resté le plus longtemps. On y est allé 2 fois. Enfin, c'est un énorme bâtiment avec plein d'ailes. La première fois qu'on a été, on savait qu'il fallait le faire, on savait qu'il fallait le faire le matin tout, parce qu'en fait, cet asile il est en plein milieu d'une ville. Le seul accès, c'est par un petit champ qui est à l'arrière. Donc on y va à 5 h du matin, on traverse le champ de maïs rapidos, on rentre dans la demeure. On ne la connaissait pas, on commence à explorer les différentes pièces, et tout d'un coup on entend du bruit. Là, c'est bien. Et en fait, là on a eu un peu peur, donc, sans avoir trop peur, mais on s'est dit qu'est-ce qui se passe, c'est la sécurité, etc. Et en fait, non, c'était des 3 Hollandais, c'est ça? 2 Hollandais et un Hollandais, c'était des photographes professeurs. Mais après, sur place, lui-même, on n'a pas eu de... De toute façon, c'est un lieu tellement... Pour moi, je dis bien pour moi, c'est un lieu emblématique, il y a une magie dans le lieu, il y a plein de choses qui se passent, c'est à la fois des émotions, mais c'est pas que ces salles, cette salle, il n'y en a qu'une seule comme ça, avec du matériel, disons, on va dire, de pseudo-torture, ou etc. C'est surtout des couloirs, des grandes pièces, et... Je sais pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose de magique, et puis en termes de photographie, la lumière change en permanence, il y a toujours quelque chose on change. C'est le même lieu aussi. Oui, c'est le même lieu, c'est notre... Moi, vous voyez que c'est un lieu très grand, c'est pour ça qu'on peut y passer aussi facilement une demi-journée. L'avantage d'un tel lieu, c'est qu'on ne se marche pas sur les pieds. Chacun explore ses pièces, et puis on se croise d'un moment à un autre. Ça, c'est une ancienne base radar de l'OTAN en Italie. À l'époque de la guerre froide, il y avait un programme qui s'appelait ICE, un nom comme ça. Et donc, en fait, ils avaient différentes bases radar comme ça un peu partout en Europe. Et maintenant, elles sont à l'abandon pour le moment. Ça, c'est en France, plutôt vers la Marne. Une poterie. Alors ça c'est un chai à vin. Donc en fait c'était des grandes
pièce où en fait ils stockaient du vin. Donc en fait c'est l'ancien chai. C'était un chai. Oui, c'était un chai. Oui. Vous avez pu savoir de quelle époque non plus est daté. Alors ça c'était en Allemagne et en fait c'était un ancien complexe avec un auditorium et en fait ça servait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un complexe où ils accueillaient des jeunes adolescents. Donc ça date à peu près de cette époque. Alors ça c'est dans une ancienne mine abandonnée en Italie, donc c'était une mine de barytes et de fer de mémoire. Et donc là, là t'étais pas là, c'était avec un ami. Et donc là, oui, pour descendre là-dedans, on a dû un petit peu plus s'équiper et faire attention. Mais voilà. J'étais pas là, Oui. mais j'étais inquiet avec mon épouse. Et en fait, une fois qu'on était dans la mine, en fait, il faisait nuit dans la mine. Donc on était avec nos éclairages. C'est pour ça qu'il y a un éclairage qui n'est pas naturel, puisque c'est nos lampes frontales qui faisaient la lumière. Et en fait, quand on est ressorti de la mine, en fait, on avait passé tellement de temps dans la mine qu'il faisait déjà nuit dehors. Ça, c'est une église en Belgique qui a été désacralisée. Ça, c'est où? Ça, c'est en Italie. En plus, c'est plutôt rare ce genre d'étape silence. Oui. Il y a peut-être aussi l'effet grand angle qui a grandi la table, mais elle était... Alors ça, c'est un gazomètre. La photo d'accès avec le tout petit trou là, qui était... Ah oui. Et en fait, c'était l'accès pour rentrer dans un gazomètre. Voilà. C'est quoi ça? Voilà. Oui, c'était du gaz. Voilà. Un gazoduc. Non. Donc ça, c'est la partie basse. Et il y a la partie haute aussi. Tu peux raconter l'anecdote? L'anecdote, c'est que je suis rentrée toute seule dedans et que papa m'attendait dehors. Et que il y avait une forte odeur dedans, donc je n'ai pas voulu rester trop longtemps dedans. Et en fait, au moment où je veux sortir, papa m'envoie un message. Ne sors pas, il y a la police dehors. Et en fait, le gazomètre est situé dans un parc municipal en plein milieu d'une ville en Italie. Et en fait, dans ce parc-là, je sais pas, il y avait des groupes de jeunes. Et en fait, je pense que les policiers faisaient des contrôles de ces jeunes-là. Mais en fait, ils étaient juste devant le petit accès par lequel je pouvais sortir. Donc, je suis restée piégée dans ce gazomètre où ça sentait pas très bon. Tu sentais le gaz, c'est ça que tu veux dire? Oui. C'était une forte odeur qui... Alors c'est bien parce que cet endroit-là, je l'ai fait le premier jour de notre road trip. Et ensuite, tous les autres jours, j'avais les vêtements qui sentaient l'odeur. Ça, c'est une autre demeure en Italie aussi, avec un grand escalier. C'est un hôpital, ça? C'est d'anciennes thermes. Ah, les termes. D'accord. Semi-abandonné, il y a une partie qui est abandonnée, puis l'autre qui est encore difficile. Là, c'était en France. Ah. Et ça, c'est en Italie. Du coup. Manque de ma grand-mère. Le communiqué, quoi. Par contre, les fauteuils, non. Ça, c'est façon d'attaquer avec les photos. Bon, ça, c'est une photo que j'ai exposée souvent et qui a servi aussi, parce que de temps en temps, j'envoie des photos à une agence qui utilise des photos pour des couvertures de romans. Et entre autres, cette photo a servi pour un roman
chez Albin Michel. Je ne sais plus le titre du livre. Ça, c'est aussi une maison en France. Ah, il faut dire que j'aime bien les portes. Les photos, ça revient souvent. J'aime pas ça. J'aime bien aussi les photos, de temps en temps, je recherche un petit peu, disons, les contrastes chaud-froid. Pardon? C'est pas loin d'ici. Ouais. C'est loin. Oui, non, c'est pas loin. Pour l'instant, toutes les photos là sont en France. Hein. Après, je ferai une bascule sur l'Italie. Ou en France. Ça, c'est une maison qui a beaucoup évolué. On a été 2 fois. La première fois, et puis la seconde fois, on s'est dit ça va être moins bien. Puis c'était tout aussi bien, c'était différent. Ça, c'était en Alsace. C'est là que je me suis fait, que j'ai fait ces 2 maisonnettes que les propriétaires sont tenus sur moi. La cuisine est prête pour manger. Hein. Donc là, tu n'as rien changé, tu n'as rien ajouté, rien retiré. Non, non. Tu as dit. Là, pareil, la différence par rapport à Estelle, donc des fois, je m'attache à l'étal. Donc là, c'est au 50 cm. Je vous donne j'en fais dire. Et le format que vous avez choisi, c'est quoi? C'est pas du 4 tiers, ça? Pardon? C'est pas du 4 tiers. Alors, un autre aspect d'urbain, c'est des fois la végétation. Là, on a tout simplement une vitre et puis qui est cassée. Et puis derrière, pareil, là, c'est plutôt par rapport à la lumière, les Power. Et grand volant. Hein. C'était un autre lieu. Mais bon, les volants comme ça se fait plus. C'est un bureau central de Engelmann au-dessus de Metz. Mais désormais, c'est en réhabilitation pour faire un hôtel 5 étoiles. Voilà. Elle m'a mis eux aussi. Pareil, je mets toujours les portes et puis raconter toujours à pseudo-histoire. C'est une orangerie. C'est ça? Une orangerie. Ouais. Ah ouais. Pour le protéger l'hiver. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pas une forte. Je demeure en Italie. Toujours cette opposition du froid et du chaud et du détail.
ça va être du noir et blanc. Bon, maintenant, il m'arrive de les mettre par défaut en noir et blanc. Mais j'ai toujours l'euro en couleur quand même, comme je veux dire. En fait, si vous voulez, j'ai un boîtier Fuji. Et pour ceux qui connaissent Fuji, dans les JPEG, on peut... parfois, je travaille aussi sur le côté minimaliste, juste un objet. Je trouve que ça peut raconter une histoire derrière. Chacun fait sa propre interprétation. Oh, oui, oui. Ouais. Alors ça, c'était pas un nazi, c'était Un orphelinat. un orphelinat, voilà. On a rencontré un serpent. Ça, c'est une autre mise en scène en Italie. Ils sont tous bien, il n'a pas prescrit, c'est ça comme Donc voilà, petit échantillon de ce qu'on fait. Ouais, ça va.